cette nouvelle année, Cap Atlantique a choisi la commune de Mesquer pour la traditionnelle cérémonie des vœux du territoire. C'est dans la nouvelle salle de spectacle Artimès que les élus et plus de 200 invités se sont retrouvés dans une ambiance forte en chocolat, le thème choisi pour cette année 2016. Les allocutions ont débuté par le discours de Jean-Pierre Bernard, maire de Mesquer, puis de Philippe Alain, directeur général de Cap Atlantique. Le président de Cap Atlantique, Yves Météreau, a ensuite pris la parole avant de remettre plus tard dans la soirée l'Ordre national du mérite à Chantal Brière. Voici un retour en images et quelques morceaux choisis de la cérémonie des vœux de Cap Atlantique. Bienvenue à Mesquer pour les vœux de Cap Atlantique. Et dans cette salle, l'Artimès, qui porte bien son nom. Cela veut dire village de l'art. Et nous comptons bien y faire de la culture. Nous avons reçu le congrès des maires de l'Ouest de Loire-Atlantique et de nombreuses manifestations sont prévues. On m'avait annoncé au mois de décembre le Père Noël de Cap Atlantique. Mais en fait, j'avais bien compris que c'était l'arbre de Noël du personnel de Cap Atlantique. Et je voulais vous dire, Monsieur le Président, que ce sont des gens très respectueux, à l'image de leur professionnalisme, et je vous demande de bien vouloir les féliciter. Je vous remercie. Bonsoir, merci Monsieur le maire, merci particulièrement pour les mots sympathiques que vous venez d'avoir pour le personnel de Cap Atlantique. Il y sera très sensible. C'est aussi en entendant les représentants du conseil municipal des adolescents de Guérande que j'ai imaginé le thème de mon propos. Ces jeunes nous ont asséné leur foi en l'avenir et leur volonté de ne pas céder devant la peur que veulent nous imposer ceux qui s'attaquent à tout ce qui fonde notre société. La liberté de s'exprimer, de circuler, la fraternité. L'une des conditions pour y parvenir, le président Météreau nous y invite régulièrement, c'est de garder le moral. Et pour avoir ou conserver ce moral, je voudrais partager avec vous, à l'aide de cette illustration, donc la condition de cette réussite qui me paraît la plus importante dans toute entreprise humaine. La clé, c'est la confiance. Aucun autre moyen qu'une confiance réciproque entre les deux groupes et à l'intérieur de chacun des deux groupes n'aurait pu permettre d'atteindre ce résultat sans gaspillage d'énergie. Mais il y a malheureusement une petite difficulté avec la confiance. C'est qu'elle ne se décrète pas. Mais elle se suscite, elle se mérite, elle s'accorde aussi, elle s'entretient, elle se fonde, elle se refonde, elle se renouvelle. Je voudrais partager avec vous quelques idées qui me semblent aller dans le sens du développement de la confiance. La première, c'est que l'on ne peut accorder sa confiance à quelqu'un que si l'on pense qu'il dit la vérité, qu'il décrit le réel. En d'autres termes, s'il est réaliste. Être réaliste, c'est aussi identifier, savoir reconnaître les dysfonctionnements. Le réalisme, comme le rappelle souvent Madame Fantan, c'est de prendre acte que le transfert du tourisme aux intercommunalités est une réalité ancienne pour beaucoup de territoires. 68% des offices de tourisme français sont déjà intercommunaux. Le deuxième facteur à même de maintenir une confiance collective, je vous propose de le retrouver dans une phrase célèbre de Guillaume d'Orange. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Ce qu'il nous dit est simple. Il nous invite à avancer vers notre but, même si l'on n'est pas certain de l'atteindre. Pour accomplir pleinement une mission de service public, il faut aussi s'engager, non pas politiquement, mais être aux côtés des élus pour prendre chacun à son niveau de responsabilité les initiatives qui doivent être prises. Ce n'est possible que dans un climat de confiance. Je sais que c'est ainsi que les collaborateurs de Cap Atlantique agissent avec la confiance de leurs élus. Ils accomplissent leur mission consciencieusement, avec persévérance. Pour rester dans le réalisme, il faut dire que la mutualisation ne produit pas ou peu d'économies immédiates. Mais les mutualisations qui seront mises en place aujourd'hui produiront les marges financières de demain. Dans cet espoir d'une amélioration par la transformation permanente et positive des choses, je terminerai par un vœu qui, je le sais, restera pieux pour le moment. Il s'adresse
plus particulièrement aux parlementaires d'aujourd'hui et de demain, indépendamment de leur couleur politique, bien entendu. Il est simple à énoncer, et cela reprend mon introduction, ce serait de transformer l'affirmation d'une organisation décentralisée de la République en réalité concrète dans tous les domaines où cela serait le plus efficace. On appelle cela la subsidiarité. Je vous souhaite donc une très bonne année 2016. Je souhaite qu'elle soit heureuse pour vous, qu'elle vous procure la santé, qu'elle vous procure des succès, la réussite dans vos projets, la réussite dans nos projets aussi, et que nous puissions, même si c'est un petit peu plus difficile, et je vais avoir l'occasion d'en parler, mais j'en parle à chaque fois, alors vous avez l'habitude de m'entendre là-dessus, donc même si c'est un petit peu plus difficile, que nous passions ces moments-là du mieux possible, parce que nous devons être plus soudés, plus cohérents sur ce territoire. 2016 sera une année sans élection, théoriquement. Donc, une année de plus grande cohésion. Cohésion politique, cohésion sociale, pour relancer, je l'espère, notre économie, pour résorber ce fléau qu'est le chômage, préparer les réformes nécessaires qui permettront de réimpulser la dynamique de la confiance, de l'innovation, de la réussite, de la recherche au sein de notre pays. Mais il faut souhaiter également que la cure d'amaigrissement forcé sans à l'assaut que l'on fait subir aux communes et aux intercommunalités n'inscrive pas plutôt les choses dans un processus inverse, en raison des coupes forcées que nous sommes obligés de mettre en place bien contre notre gré et qui touchent beaucoup d'entreprises, notamment dans le monde des travaux publics. J'aurai l'occasion d'en rencontrer quelques-unes qui actuellement s'en émeuvent tout particulièrement. Quand on se projette en arrière et quand on a l'expérience que je puis avoir en matière de vie publique, eh bien on se rend compte des progrès considérables que l'intercommunalité a apportés dans les équipements pour notre pays. Mais je vais peut-être en choquer certains, mais après tout, nous sommes dans des cérémonies où il faut quelquefois dire aussi ce que l'on pense. Pour moi, les intercommunalités ont bien souvent été plus au service des communes que les communes au service des intercommunalités. À Cap-Atlantique, la capacité théorique pour nous, ce que nous devrions réellement toucher après cette réforme, c'est 10 millions par an de plus de produits de fiscalité, sans augmentation, aucune de la population. Mais cela a été prélevé pour le reverser à d'autres, et c'est aujourd'hui encore aggravé par le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales, qui est de 330 000 € pour Cap-Atlantique et de 821 000 pour les 15 communes. Et nous devons nous le partager, là aussi, suivant des modes de répartition que nous sommes bien incapables de calculer. Notre intercommunalité a bien progressé et elle a énormément investi. Nous avons, comme vous le savez, 21 compétences aujourd'hui dans des domaines majeurs. J'espère que tout cela, tous ces efforts entrepris, tout cela ne sera pas obligé d'être diminué, d'être abaissé demain, alors que nous verrions s'ajouter justement des compétences nouvelles et des charges transférées qui risquent d'être lourdes de conséquences à la fois pour les communes et pesantes pour le budget de Cap-Atlantique. Nous avons subi une baisse drastique des dotations de l'État, 8 millions en 4 ans de 2014 à 2017. Qu'en sera-t-il en 2018? Et dans la foulée, la quasi-suppression des contrats de territoire qui, du département à la région, représentaient pour Cap-Atlantique un appoint d'1 million d'euros pour chacun et qui a permis la réalisation de tous ces équipements aussi. Et tout cela a évidemment une incidence directe dans le budget et dans les investissements.
Et ce qui me choque le plus, j'ai eu l'occasion également de le dire, c'est que tous ces nouveaux transferts, cette nouvelle loi NOTRe, a été faite sans aucune concertation ni avec l'Association des maires de France, ni avec l'Association des communautés de France. Sans aucune contrepartie financière nouvelle, on nous demande d'exercer des tâches et des fonctions nouvelles. À l'évidence, nous, élus, nous sommes chargés de trouver les contreparties financières dans la fiscalité de nos communes, plutôt dans la fiscalité de nos concitoyens, et de décider ce que nous allons faire à un moment donné, si nous voulons poursuivre les investissements. Et ceci est aussi un facteur d'inégalité, parce qu'il y a 3 taxes en gros sur lesquelles nous pouvons jouer, la taxe d'habitation, le foncier bâti et la CFE qui touche les entreprises. Alors la loi NOTRe, c'est quoi pour notre agglo demain? C'est 17 zones d'activité au lieu de 4 à équiper, à gérer, à aménager. Le tourisme et les offices de tourisme, avec les quelques précisions qui viennent d'arriver, mais dont nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs qu'elles s'appliqueront, c'est la création probable d'un office de tourisme intercommunal, c'est la prise en compte du personnel de ces offices de tourisme, c'est le fait que nous ne savons pas encore si les budgets doivent concerner tous les offices de tourisme ou simplement l'office de tourisme intercommunal. Et qu'en sera-t-il des animations, des bénévoles associatifs qui souvent travaillent au sein de ces offices de tourisme et participent largement à la notoriété de nos communes? Quelle promotion plus importante allons-nous pouvoir mettre en place? Et puis également la fameuse gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Il faudra la mettre en place à partir de 2018. Cela signifie quelles dispositions, quels ouvrages la collectivité pourra-t-elle réaliser pour protéger ces zones sensibles et ces populations? Des ouvrages suffisamment conséquents contre les risques d'inondation? Dans quel périmètre? Avec quels partenaires? Vous le voyez, toutes ces questions sont lourdes, elles sont inquiétantes quelquefois, elles sont sans réponse, mais bon, je fais confiance à la capacité d'absorption et de réaction de mes collègues pour avoir les bonnes réponses, le bon moment, à toutes ces interrogations. Mais il ne faut pas oublier que nous ne pouvons pas oublier la seconde mission des intercommunalités, qui est la réalisation des grands équipements, ce que nous avons toujours fait. La piscine d'Herbignac, la transformation du petit séminaire de Guérande en centre culturel, conservatoire de musique ou siège de l'Office intercommunal du tourisme, sont des questions que nous allons devoir nous poser. Des plans de financement et d'étalement réalistes devront donc être instaurés en face des projets pour bien en appréhender les conséquences et bien être conscients les uns et les autres des choix que nous aurons à faire. Tout cela pour dire que l'année en cours, les années suivantes ne seront certainement pas faciles, mais vous en êtes conscients, que nos marges de manœuvre sont faibles et que nous, élus, même si nous le comprenons difficilement, l'avenir est incertain. L'avenir est incertain parce que, comme je le disais, j'ai le sentiment qu'on privilégiera d'autres types d'intercommunalités que des intercommunalités de la taille de la nôtre. Enfin, je ne voudrais pas terminer ce discours un peu long, sans concession, et je m'en excuse, sans remercier moi aussi, comme l'a fait Jean-Pierre, comme l'a fait Philippe, tous les agents de Cap Atlantique qui sont là dans cette salle. Enfin, à titre personnel, je voudrais vous dire qu'il ne me semble pas avoir traversé, depuis le début de mes mandats, qui remontent à plus de 35 ans, une situation semblable, une situation aussi grave. Je suis parfois aussi fatigué d'être un censeur permanent,
un empêcheur de dépenser en rond. Et contrairement à une légende tenace, ce n'est pas vraiment dans mon caractère. Dans ces périodes qui s'annoncent, mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, nous devons être plus solidaires que jamais. Nous devons être regroupés à 15, emmêlés, comme une équipe de rugby, même si c'est très difficile avec des dames et des hommes, hein, et la parité. Mais nous devons défendre nos valeurs. Nous ne devons pas jouer perso. Je sais, et vous le savez aussi, que j'avais une grand-mère qui disait « Quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent ». Il y a encore du foin, un petit peu, moins qu'avant, certes, mais c'est aussi à nous, compte tenu de tout ce qui a été réalisé et de tout ce qui reste encore à réaliser pour notre territoire, de décider si nous pouvons apporter un peu de foin pour poursuivre les missions qui nous ont été confiées et que nous avons tous unanimement acceptées. Je vous remercie. Merci. Bon, alors, tradition, mais là, c'est fini les discours, on est dans un petit moment festif qui est très agréable. Chantal, je suis très heureux de pouvoir, d'avoir appris, avec un peu de retard quand même, parce que tu ne nous avais pas trop dit, qu'il y a environ 2 ans et demi, 2 ans, tu avais obtenu une distinction nationale qui t'honore. Je voudrais dire que Chantal est une femme extrêmement gentille, je crois que tout le monde s'accorde à le reconnaître, souriante en permanence, ce qui est rare, et ce que j'apprécie pour moi, en tout cas, beaucoup. Mais ça n'empêche pas qu'elle est volontaire et qu'elle est efficace dans ce qu'elle fait. Et vous allez voir, parce qu'elle a un panel de responsabilités et de charges qui est tout à fait exceptionnel et que je me demande quelquefois comment elle arrive à l'assumer. Chantal Brière, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier dans l'ordre du mérite. J'ai vu que c'était marqué 31 ans de service. J'avoue que ça fait un choc. Bon, ils ont pris le moment où j'ai dû démarrer mon installation, ou démarrer le travail. Je te remercie, Yves, d'avoir été mon délégué pour me remettre cet insigne de mon grade de chevalier à l'Ordre national du mérite. Je suis très honorée de cette distinction et je remercie sincèrement les personnes qui ont œuvré pour cela. Et bonne soirée à tous. Merci.